Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 30e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Geoscience. Et oui, nous sommes à la 30e vidéo aujourd'hui. Ça fait pratiquement 30 jours que nous postons une vidéo chaque jour pour vous permettre d'éviter de 0 à 1 en matière d'analyse de données, en matière de data science appliquée aux géosciences. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons principalement voir le pré-processing. Nous allons voir le pré-processing et nous allons essayer de l'expliquer de façon simple pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que le pré-processing et quelles sont les différentes étapes qu'il faut réaliser lors de ce pré-processing. Et aujourd'hui, donc, nous allons essayer de détailler ça de façon simple pour que tout le monde puisse avoir la connaissance qu'il faut pour réaliser une analyse exploratoire des données, un pré-processing, pour pouvoir mener à bien vos études principalement. Alors, qu'est-ce que c'est que le pré-processing? Le pré-processing, c'est tout simplement l'ensemble des étapes qui sont menées avant la construction d'un modèle. Un modèle de prédiction, un modèle d'intelligence artificielle, un modèle d'algorithme génétique. Peu importe le modèle que vous souhaitez mettre sur pied, il y a d'abord le pré-processing que vous réalisez. Donc, c'est tout simplement l'ensemble des étapes que vous allez mener à bien en amont, avant de pouvoir arriver à la réalisation ou alors à la mise sur pied ou à la mise en œuvre d'un modèle de prédiction. Alors, nous allons principalement s'articuler sur 4 points. Le pré-processing s'articule principalement sur 4 étapes fondamentales. 4 étapes que nous allons essayer de développer ici avec vous. J'espère que vous êtes préparés pour cela. Alors, la toute première étape, c'est tout simplement la gestion, l'identification et le traitement des valeurs manquantes. Lorsque vous recevez une base de données, la toute première étape, c'est de vérifier s'il y a des valeurs manquantes. Pour ce faire, donc, vous procédez à une identification et au traitement de ces valeurs manquantes. Donc, la toute première étape, c'est la gestion, l'identification et le traitement des valeurs manquantes. Alors, pour pouvoir effectuer un traitement des valeurs manquantes, il est important de déterminer quelle est la nature de la valeur manquante. Quelle est la nature des données qui manquent dans votre base de données. C'est la première des choses. Une fois que vous avez identifié quelle est la nature des données manquantes, à partir de là maintenant, vous commencez à effectuer le traitement. Donc, la toute première étape, c'est l'identification des valeurs manquantes. Alors, en ce qui concerne les données manquantes, nous en avons 3 types. 3 types principalement, à savoir le MCAR, Missing Completing at Random, le MAR, c'est-à-dire Missing at Random, le MNAR, Missing Net at Random. Donc, nous allons essayer de parler de ces 3 étapes que nous avons déjà au préalable même vu. La première, l'identification, le MCAR, Missing Completing. Ici, il faut comprendre que les données manquantes sont dues au fait du hasard. Le MCAR, il faut comprendre que les données manquantes sont dues au fait du hasard. Entre-temps, après le MCAR, nous avons le MAR. Le MAR, en fait, ici là, les données qui manquent sont en fait dépendent, on va dire ça, dépendent d'une autre variable. Donc le fait que les données manquent dépendent d'une autre variable dans la base de données. Maintenant, on a le MNAR. Ici, les données manquantes dépendent de la variable elle-même. Donc, on va juste réitérer. Nous avons 3 principalement identifications. Quand on veut identifier les données manquantes, nous avons la nature, nous avons principalement 3. Le MCAR. Dans le MCAR, les données manquantes manquent uniquement à cause du hasard. Elles sont dues au fait du hasard. Le MAR, les données manquantes sont dues à cause d'une autre variable. Le MNAR, ici les données manquantes sont dues à la variable elle-même. Donc, après cela, nous avons, une fois après avoir identifié dans le traitement des données, on passe directement au traitement des valeurs manquantes. Après avoir identifié, et bien évidemment, le traitement s'effectue en fonction des données manquantes, du type de données manquantes qui a été identifié. Si on prend par exemple le MCAR, ici on peut procéder par une suppression des valeurs manquantes si et seulement si les valeurs qui manquent sont inférieures à un pourcentage de 5%. Inférieur ou égal à 5%. Alors, on procède par suppression dans ce cas. Si jamais ces valeurs sont de l'ordre de 5, 10, 15, voire 15%, dans ce cas, on procède à une imputation. Et une imputation qui peut être faite soit par la médiane, soit par la moyenne, soit par le mode.
Alors, si jamais la variable a un taux de données manquant de 30%, ici, il est plus intéressant d'abandonner cette variable-là. Le MAR ici, on utilise les techniques classiques d'imputation avec la régression linéaire, avec le KNN. Le KNN, par exemple, vous pouvez trouver déjà sa bibliothèque Scikit-Learn. Dans cette bibliothèque-là, vous avez le KNN qui permet donc d'effectuer une imputation ou alors une régression linéaire pour effectuer une imputation. Le MNAR, ici là, vous pouvez utiliser toujours les techniques d'imputation. Donc, nous avons là cité comment est-ce qu'on peut traiter les données manquantes, que ce soit du type MCAR, que ce soit du type MAR, qu'elle soit du type MNAR. Ça, c'est la toute première étape. On a parlé de la gestion, l'identification et le traitement des données manquantes. Alors, la deuxième étape, elle est laquelle? La gestion des valeurs aberrantes. La gestion et le traitement des valeurs aberrantes. Alors, quand on parle de valeurs aberrantes, principalement, elles sont de deux types. Il y a les valeurs erronées et il y a les valeurs erronées, ce sont celles-là qui ont une erreur, soit due à l'analyse, soit due au fait du hasard, c'est-à-dire une erreur de saisie, soit une erreur d'analyse, soit une erreur du saisie. Et la deuxième, c'est-à-dire les valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes ici sont des valeurs qui s'étendent, qui s'éloignent en fait de la tendance centrale des données, qui se sont généralement à l'écart des données. On a une certaine évolution après. Il y a des valeurs qui viennent de façon extrême, qu'elles soient très grandes ou c'est très petites, elles sont considérées comme étant des valeurs aberrantes. Elles ont une influence beaucoup trop grande sur la nature globale des données. Comment est-ce qu'on peut identifier, en fonction de ces deux types, comment est-ce qu'on peut identifier ces valeurs aberrantes oui, ces valeurs aberrantes? Il y a parmi les méthodes d'identification, ici encore des nombres de deux types, à savoir les méthodes d'identification univariées et les méthodes d'identification multivariées. Dans les méthodes d'identification univariées, nous avons les tests graphiques, à savoir le boxplot qui peut être utilisé, nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Ensuite, on peut poursuivre avec le Z-score et le QR. Donc voilà donc les deux méthodes que vous pouvez utiliser en ce qui concerne le cas univarié. Vous pouvez aussi utiliser, et chacune de ces méthodes-là, on va dire ça comme ça, que ce soit le Z-score ou bien le QR, repose sur des hypothèses de symétrie. Donc ça veut dire qu'il est recommandé de les utiliser lorsque vos données sont basées sur des hypothèses de symétrie. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas recommandée. Nous avons les méthodes multivariées. Comme on a dit, on a les méthodes d'identification univariées et les méthodes multivariées. Dans les méthodes multivariées, vous pouvez utiliser principalement la méthode d'isolation forest. C'est une méthode qui est basée sur les hypothèses des arbres de décision, sur les structures des arbres de décision. Et l'avantage avec cette méthode en particulier, c'est que c'est une méthode qui n'a pas besoin que les données soient symétriques pour être appliquées. Donc ça, c'est un très gros avantage en ce qui concerne les méthodes, la méthode d'isolation forest. C'est une méthode qui n'a pas besoin que vous ayez un grand nombre de données pour effectuer l'identification des valeurs aberrantes. Donc, en ce qui concerne donc, le traitement des valeurs extrêmes, par exemple, lorsque vous souhaitez traiter les valeurs aberrantes, comme on a dit, dans les valeurs aberrantes, retenons que nous avons principalement deux types. Soit elles sont erronées, soit elles sont extrêmes. Des valeurs extrêmes, soit elles sont erronées, soit elles sont extrêmes. C'est ça qu'on entend par valeur aberrante. Une fois que c'est fait, quand on a des données manquantes, par exemple, quand on a des données erronées, on peut tout simplement corriger l'erreur, ou alors multiplier cet élément-là comme valeur manquante et effectuer les traitements que nous avons déjà vus en ce qui concerne les valeurs manquantes, à savoir les différentes méthodes d'imputation en fonction, pour essayer de corriger cette erreur-là. Ou alors, si ce sont les données extrêmes, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on applique une transformation logarithmique, qui est seulement adaptée lorsque les données sont trop grandes par rapport aux valeurs de la tendance centrale. Lorsque vous avez des valeurs trop extrêmes par rapport à la tendance centrale, vous appliquez généralement donc une transformation logarithmique. Et vous pouvez encore appliquer une transformation racine carrée pour toute autre valeur extrême. Donc ça, c'était le deuxième point, la gestion et l'identification des valeurs aberrantes. Le troisième point, c'est le future scaling. Le future scaling, c'est le troisième point. Alors, le future scaling veut tout simplement dire la mise en échelle, c'est-à-dire que rassembler des éléments qui sont à des grandeurs différentes et les mettre sous la même échelle. Et elle repose principalement sur deux grands types que nous connaissons,
à savoir la normalisation et la standardisation. Alors, la normalisation, c'est une valeur, en fait, qui repose principalement sur le min-max, le min-max scaling. Le min-max scaling, qui est une transformation qui a pour objectif de ramener les valeurs, en fait, dans un intervalle de 0 à 1. Et généralement, cela repose sur des hypothèses de symétrie et de normalité des données. Alors, hormis la normalisation, nous avons la standardisation ou encore le standard scaling qui a pour objectif en fait de faire en sorte que les données soient centrées, réduites. C'est-à-dire que la moyenne égale à 0 et l'écart type égale à 1. Nous avons déjà vu cette transformation directement dans le code. Alors, le quatrième point sur lequel nous allons encore, après avoir effectué la première, c'était la gestion des valeurs manquantes, gestion des valeurs aberrantes, le future scaling. Ensuite, on a l'encoding des variables. Encoder les variables, c'est tout simplement le travail qui consiste à ramener des variables catégorielles en des variables numériques. Donc, c'est tout simplement le procédé, l'encoding variable. C'est tout simplement le procédé qui consiste à ramener des variables catégorielles en des variables numériques. Et là encore, nous avons vu différentes méthodes. Parmi les méthodes que nous avons vu le one-hot encoding, nous avons vu le target encoding, nous avons vu le label encoding. Dans le one-hot encoding, l'objectif c'était en fait de faire en sorte que dans une variable, toutes les différentes, on va dire ça comment, toutes les différentes modalités de la variable soient transformées en des variables numériques, toutes les différentes modalités. Par exemple, si nous avons les types de roches, le granit, la rhyolite, on va prendre ça et chacune de ces modalités va constituer une nouvelle variable numérique. Donc, nous avons aussi le target encoding et nous avions le label encoding. Donc, voilà de façon générale. Si je souhaite me résumer, tout simplement, je dirais ceci. Il y a 4 grandes étapes, parmi lesquelles nous avons la gestion et le traitement des valeurs manquantes, la gestion et le traitement des valeurs aberrantes, le future scaling, qui repose sur la normalisation et la standardisation, et l'encoding des variables, si jamais vous souhaitez quitter d'une variable catégorielle en une variable numérique. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. On se retrouve donc pour les prochaines vidéos, pour plus de connaissances, pour plus d'apprentissage. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre page CS Academy, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des messages, activer la cloche de notification. Merci d'avoir participé. On se retrouve pour les prochaines vidéos. À la prochaine.